Madame la Présidente, merci beaucoup de... Ah, j'ai raté. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai la lourde tâche de commencer en début d'après-midi. D'habitude, je fais ma sieste. Donc, je vais tâcher de ne pas trop vous saouler avec mon intervention. Par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, forcément, nous, on est beaucoup plus terre à terre. J'ai même été impressionné de voir le niveau qu'il y avait ce matin par les différents intervenants. Et donc Sébastien, ne pouvant pas venir aujourd'hui, il s'excuse. Il avait des impératifs familiaux. Donc il m'a dit, écoute, si tu peux me remplacer, ça serait super sympa. Sébastien, on se connaît déjà depuis 3-4 ans maintenant, depuis qu'on milite ensemble sur tout un tas de sujets. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, Sébastien et moi, et beaucoup d'agriculteurs, parce que, je m'excuse, à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un peu d'émotion. Il y a 2 ans, on était à l'Arc de Triomphe pour faire un hommage à tous les paysans qui, tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, disparaissent dans les difficultés du métier. Donc, je voudrais demander une minute de silence pour ces gens qui le méritent bien. Excusez-moi. Je vous remercie pour eux. Donc, merci beaucoup de nous accueillir dans cette salle. Cette salle qui, quand je suis arrivé, j'ai vu le nom de Jean Moulin. Et c'est un peu prémonitoire parce que Jean Moulin, c'était un grand résistant, comme vous le savez. Et nous, dans le monde agricole, en ce moment, depuis plusieurs années, on résiste. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de prémonitoire. Donc, pour moi, pour me présenter, donc, je suis paysan pas loin de chez vous. Je suis dans le nord de la Loire. Là, on est dans le sud. Donc, je suis dans le nord, je suis paysan entre Chartres et Orléans, dans une région que vous connaissez bien, qui s'appelle la Beauce. La Beauce qui était autrefois le grenier de la France. Et le grenier de la France, malheureusement, au fur et à mesure des années, il disparaît. Donc moi, je suis issu de la 5e génération dans l'exploitation agricole. À l'époque de mon arrière-arrière-grand-père, c'était la plus grande ferme du village. Aujourd'hui, on a 130 hectares et on est la plus petite ferme du village. Donc, je travaille sur l'exploitation agricole depuis l'âge de 15 ans. J'ai été aide familiale. D'ailleurs, j'ai commencé mes armes du monde agricole ici, dans le département du Loiret, à Chaingy. Et ma première ferme où j'ai travaillé, c'était à Marcilly-en-Villette, dans un élevage de vaches laitières, où à 15 ans, je me suis retrouvé à dormir au-dessus de l'étable, dans un box avec les vaches. Donc, pour vous dire que ça fait un bout de temps quand même, que même si maintenant je suis dans les céréales, on est quand même, les paysans, on connaît quand même un peu le sujet de tout ce qui est l'élevage, et malheureusement, toutes les souffrances qu'ont les paysans qui font de l'élevage. Donc effectivement, je fais partie aussi de l'ACR. L'ACR, c'est un syndicat. Il y a plusieurs syndicats. Vous savez, il y a la FNSEA qui a été très longtemps majoritaire avec les jeunes agriculteurs, les JA. Donc maintenant, on les sépare en deux parce que c'est 2 syndicats bien à part, mais eux, ils se mélangent et ils disent qu'ils sont les plus gros. Mais en réalité, c'est la coordination rurale qui a gagné beaucoup de chambres cette année. Et on est majoritaire aujourd'hui, puis après ça, il y a la Confédération paysanne aussi. Et il faut savoir qu'il y a quand même moins de 50% des paysans qui sont syndiqués. Naturellement, le gouvernement cherche à diviser. Diviser pourquoi? Diviser pour régner. Et nous, on cherche, au sein de la coordination rurale, de faire des alliances, tous ensemble, pour être beaucoup plus forts pour notre combat qui devient de plus en plus important. Donc, la présentation étant faite, la CR aussi, je m'excuse parce que je ne suis pas un grand orateur, Sébastien aurait été
beaucoup plus... Donc, moi, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, et souvent, je finis mes phrases en disant la France est morte, mais que les Français ne le savent pas encore. Mais aujourd'hui, je vais vous dire le contraire. Je vais vous dire, je vais pas finir, mais je vais commencer par ça. Effectivement, pour moi, la France est morte, que les Français ne le savent pas encore. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'hypocrisie déjà. Après ça, ils ont tué l'industrie, le textile. Ils ont tué aussi tout ce qui était petit supermarché, enfin petit commerce, etc., etc. Tout a été détruit au fil des années. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de mon métier, je suis pluriactif. Parce que malheureusement, sur mon exploitation agricole, j'ai jamais pu vivre de mon exploitation agricole. J'ai surtout vécu grâce à mon épouse, qui avait un second travail et qui ne travaille pas du tout sur l'exploitation agricole. Et donc c'est surtout elle qui a amené à manger tous les jours. Mais moi, je suis en même temps, j'ai développé une activité aérienne sur l'exploitation agricole, puisque c'était le métier de mon père. On faisait des traitements agricoles par avion dans les années 65, et j'ai continué après. Donc je suis instructeur avion, hélicoptère, ULM. Et donc j'ai eu le plaisir de me balader un petit peu dans toute la France et pour le travail. Et donc j'ai vu un petit peu toutes les régions de France. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est quand je suis arrivé dans l'est de la France, du côté de la Moselle, et que j'ai vu tous ces hauts fourneaux qui étaient des millions de tonnes d'acier, d'usines qui étaient là, et qui n'avaient plus rien. Tout était mort. C'était impressionnant. Vu d'en haut, je vous assure que j'en avais la larme à l'œil avec ma collègue qui était pilote aussi avec moi. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Et aujourd'hui, malheureusement, l'agriculture, c'est exactement la même chose. Ils sont en train de tuer l'automobile avec le fameux Green Deal, avec les voitures, je ne vais pas vous faire le dessin, vous le savez très bien, avec les voitures électriques, etc. etc. Et aujourd'hui, on est aussi sur la même lignée. Il faut nous abattre, il faut, au nom de la mondialisation, il faut tuer le monde agricole. Il faut savoir que le paysan français a toujours cherché à cultiver du mieux possible, que ce soit ses terres, ou s'occuper le mieux possible de ses animaux pour vous nourrir correctement. Depuis la guerre, avec ce qu'on appelle le plan Marshall, il y a eu l'industrialisation. C'est là où ça a commencé à nous tuer. Je pense que l'industrialisation, comme la modernisation, comme la nouvelle technologie, on en parlait tout à l'heure des téléphones, etc., etc., c'est un bien pour un mal. C'est en train de nous tuer. Tout est en train de nous tuer. Le plan Marshall, c'était quoi? C'était déjà une partie, si vous voulez, de la modernisation. On a commencé à supprimer les chevaux, on a commencé à apporter des engrais. Pourquoi? Parce qu'avec les engrais azotés pendant la guerre, eh bien, on faisait des bombes. Et après la guerre, il y avait une multitude d'engrais, et ces engrais-là, il faut bien s'en servir pour faire quelque chose. Et ils nous ont dit comme ça, mais si vous mettez ça dans vos champs, ça va faire pousser. Comme on avait besoin de donner à manger aux gens, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus assez à manger, donc on s'est dit, bon, on va commencer à prospérer le monde agricole, et donc on va aider les paysans à produire encore plus. Et donc voilà comment ça a commencé. Petit à petit, le monde agricole a évolué dans la modernisation. En 1992, comme vous le savez, donc à cette époque-là, il y a eu quand même un regroupement des pays, puisqu'on était à l'Europe des 5, des 4, des 5, des 6, et après, en 92, il y a eu la politique agricole commune avec la fameuse Europe. Et là, ça a commencé. D'ailleurs, les paysans, si vous vous souvenez, on a tous manifesté, on a été à Bruxelles, on a été à Strasbourg, on était déjà avec nos fourches et nos faux, et malheureusement, on a perdu. On a perdu la bataille, et ils nous ont collé la PAC en nous disant comme ça, mais regardez, ça va être génial, on va vous aider à produire plus, vous allez être au cours mondial, certes, mais par contre, on va vous compenser les prix. On va vous compenser les prix par l'Europe, par le biais de l'Europe. Alors, chaque pays contribue à la communauté européenne. Nous, je crois qu'en France, on est entre 18 et 20 milliards d'euros
de contribution, et il revient à la France environ entre 12 et 15 milliards. Je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, moi-même ne les connaissant pas par cœur. Mais donc, on reçoit des compensations. Le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure, c'était des compensations qu'on avait à l'époque à l'hectare, et puis plus ça va, plus ces compensations commencent à diminuer. Et puis les prix, donc au mondial, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai repris l'exploitation agricole derrière ma mère, en 1980, le prix du blé, on va parler en euros, était à environ 190 € la tonne. La semaine dernière, je me suis renseigné pour le prix du blé, on était à 158 € la tonne. La baguette de pain, en 1980, je ne me souviens plus combien on la paye, mais je sais combien on la paye aujourd'hui. Donc si vous voulez, tout a augmenté. Un tracteur, en 1980, un tracteur de 100 chevaux valait à peu près en euros 30 000 €. Aujourd'hui, un 100 chevaux, ça vaut 100 000 €. Donc tout a augmenté, mais nos produits, non. Alors forcément, on a fait quand même des bonnes années, certes, mais plus ça va, plus ça diminue. Alors après, l'Europe, ils ont dit comme ça, mais c'est génial, on voit que ça va bien, alors on va modifier, parce qu'il y a toujours des technocrates, Bruxelles, c'est une usine à technocrates, et il y a des technocrates qui se sont dit comme ça, mais les paysans, ils s'en sortent bien, les pêcheurs, ils s'en sortent bien, parce que je tiens à signaler quand même qu'il y a l'agriculture, mais il y a aussi la pêche, parce que la pêche, entre guillemets, on est tous dans le même bateau. C'est un petit jeu de mots, mais bon. Et donc, les pêcheurs sont exactement dans le même cas que nous. Et au jour d'aujourd'hui, ils nous ont inventé un système avec des points. Alors, pour toucher la PAC, il faut avoir des points. Mais alors là, on est dans la dérégularisation complète. Parce que pour avoir des points, alors je vous dis tout de suite, moi à l'école, j'étais pas bon. À chaque fois qu'on aidait des gens, ils étaient bons, on donnait des points. Moi, j'ai jamais été bon à l'école, j'ai jamais eu de points. Alors, vous voyez la difficulté que j'ai avec la PAC. Mais comment dirais-je, pour avoir des points, il faut avoir une certaine surface et de différents types de cultures. Donc il faut, pour avoir ces points, par exemple, il faut faire des céréales. Donc on fait du blé, on a un point, on fait des petits pois, on a un point, on a du colza, on a un point, du maïs, on a un point. Il nous faut 5 points pour toucher la PAC complète. Mais nous, dans notre région, on a du mal à avoir tous ces points-là. Donc on va chercher des cultures un petit peu exotiques, entre guillemets exotiques. Donc, pour vous citer, moi, il y a 2 ans, j'ai fait des lentilles. Mais des lentilles, il fallait que j'en fasse 10% de ma surface. Donc, il fallait que j'en fasse à peu près 10-12 hectares. Mais je me suis dit, mais si je fais des lentilles, je commence à déréguler. La lentille, c'est où? La lentille, c'est la production, c'est l'Auvergne. Donc, si nous, en Beauce, on fait des lentilles, on va dérégulariser toute la production auvergnate. Donc, mais les lentilles, j'ai fait des lentilles, et pour un producteur qui met en sac et qui fait de la vente directe de lentilles dans mon secteur, et il m'a acheté mes lentilles à 900 € la tonne. On fait à peu près 2 tonnes, de 2-3 tonnes de lentilles à l'hectare. Donc, ce qui me faisait un revenu sensiblement correct, mais ça m'a permis de toucher la totalité de mes aides. Cette année, pour un exemple, j'ai pas fait mes lentilles, donc j'ai pas eu tous mes points, j'ai perdu 7 000 €. J'ai perdu 7 000 € de prime. Alors 7 000 €, c'est pas compliqué. Moi, mon exploitation agricole touchait l'année dernière 27 250 € d'aide, enfin pas d'aide, de compensation sur l'agriculture. Donc sur ces aides-là, cette année, enfin ces compensations-là, cette année, je perds 7 000 € parce que je n'ai pas fait mes lentilles. Mais je n'ai pas fait des lentilles, pourquoi? Parce que la personne qui me les avait achetées 900 € l'année dernière, ils m'ont dit comme ça, mais l'année prochaine, je les paye 600 €. J'ai dit, comment ça? 900, 600, là, le compte n'y est plus. Mais il m'a dit, oui, mais tu comprends, on a les industries, ils ont signé des contrats avec le Canada, et ils sont à 600 € rendus chez l'industriel en France. Alors le Canada, c'est quoi? C'est les accords, c'est le CETA. 2016, l'Europe a signé des accords avec le Canada et l'Amérique du Nord, plus exactement, c'est ce qu'on appelle le CETA,
Et donc, on a le droit de rentrer ces produits, donc c'est des échanges Europe et Amérique du Nord, avec des produits divers. Alors forcément, le CETA, les industriels sont très contents, hein, le secteur automobile notamment, l'aéronautique sont très contents, les produits pharmaceutiques sont très contents, les viticulteurs, pour certains, parce que pour d'autres c'est pas du tout la même chose, mais pour certains ils sont contents. Les transporteurs sont contents forcément, parce que plus il y a de flux de transport maritime, plus ils gagnent leur vie. Donc forcément tout ça, ça fait des contents. Mais par contre de l'autre côté, qui c'est qui paye? C'est le monde agricole. Et le monde agricole, c'est vous aussi qui payez. Parce que vous ne payez pas en prix, parce qu'en règle générale, c'est un petit peu moins cher, quoique. Mais vous perdez surtout en qualité. Vous perdez en qualité. Pourquoi? Parce qu'on parle du glyphosate. J'en ai entendu parler tout à l'heure. J'ai dit, oh là là, ça va me chauffer mes oreilles. Le glyphosate, c'est un désherbant. C'est un désherbant qui est utilisé. Moi, j'en utilise. J'ai utilisé, vous voyez, 130 hectares. J'ai utilisé j'ai acheté à peu près 120-130 litres de glyphosate l'année dernière pour la campagne, là. Et on l'utilise au printemps, avant les semis, pour désherber, pour tuer toutes les mauvaises herbes avant de semer. Eh bien, au Canada, eux, ils s'en servent avant les semis, après les semis, après oui, un coup que c'est semé, mais avant de lever, et derrière, ils s'en servent avant la récolte. Ils s'en servent comme défoliants. Et eux, ils ne se servent pas, moi je suis à peu près à 1 litre hectare. Eux, ils s'en servent, ils sont à 30, 40, 50 litres, voire même 100 litres à l'hectare. C'est de la folie. Pourquoi ils se servent de ça? Parce que ils sont dans une région du Nord, s'ils ne défolient pas, ils ne peuvent pas récolter. Parce qu'ils ont l'humidité, la neige, le froid qui arrive. Donc à partir de ce moment-là, ils sont obligés d'avancer les cultures. Ils ne peuvent pas se mettre au printemps parce que forcément il fait froid, il faut attendre le dégel, et après ils ne peuvent pas récolter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils défolient au glyphosate. Donc qu'est-ce qui fait que juste 15 jours avant de récolter vos lentilles, ils mettent un coup de glyphosate et ils récoltent. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Nous on utilise le glyphosate avant le semis. Donc pendant toute la période de la culture, c'est-à-dire entre 6 mois et 9 mois, 10 mois, le glyphosate a le temps quand même de se diluer dans la terre. Là, non. Il part directement dans la graine et après ça, il arrive chez vous. Donc les notions, si vous voulez qu'on parle de malbouffe, déjà ça commence à partir de là. Je ne vous parle pas non plus de l'alimentation du bétail. L'alimentation du bétail, puisque dans toutes ces régions-là, ils ont le droit de faire de la culture OGM. Donc notamment pour l'Amérique du Nord, c'est le soja. Le soja, c'est une aberration totale. Nous, en France, on est capable de produire du soja. Moi-même, j'en ai produit dans les années 80-90. Une année, je me suis dit, je vais faire du soja. J'étais content comme ça, je fais mes 10 hectares de soja, et arrive la moisson, je fais la moisson, et j'amène mon soja à la coopérative. Mais le gars à la coopérative m'a dit comme ça, mais tu fais demi-tour avec ta remorque, on n'en veut pas de ton soja. J'ai dit, comment ça, on n'en veut pas? On ramène des bateaux entiers des États-Unis et du Canada du soja pour l'alimentation du bétail, et nous, on produit du soja en France, on n'est pas capable de nous l'acheter. C'est toujours la même chose aujourd'hui, je vous rassure. On peut produire du soja en France, ça pose aucun problème, il faut juste le valoriser au juste prix, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas rentable à produire du soja en France. C'est pour moi une totale aberration. Donc on fait du maïs à la place. Il faut savoir que le maïs, ça sert aussi à l'alimentation du bétail, notamment. On fait de l'huile aussi, mais surtout de l'alimentation du bétail. Et l'alimentation du bétail, avec le maïs, ça demande beaucoup d'eau. Le soja demande beaucoup moins d'eau. Donc on pourrait cultiver du soja, ça consommerait moins d'eau, mais la politique n'est pas là. Il faut aider les pays d'Amérique du Sud grâce au CETA. Donc voilà un petit peu où on en est avec les accords du CETA. Alors, après le CETA, depuis 4 ans, on a l'Ukraine. L'Ukraine qui est entrée en guerre, enfin la Russie qui est entrée en guerre
L'Ukraine, vous savez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez mieux que moi. Et l'Ukraine, au tout début, ça a été la flambée des céréales. Parce que là, on ne savait pas où on allait. Et donc, les céréales ont flambé. En France, on a eu des prix des céréales pendant 1 an, je vous rassure, ça a duré 1 an, où on a très bien vendu nos céréales. Il faut appeler un cheval, c'est vrai, on l'a vu. Le seul problème, c'est que ces pays-là, c'est devenu le grenier de l'Europe. Ils produisent énormément de céréales, de betteraves, de tout un tas d'autres légumineuses, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et en élevage, c'est pareil, le poulet, les œufs, le miel, j'entendais parler du miel tout à l'heure. Donc tout ça sont énormément produits en Ukraine. La Russie aussi est un très gros producteur. Et pendant les années de guerre, eh bien, ils ont continué quand même à produire. Ils ont eu d'énormes problèmes pour faire des transports, pour expédier dans le monde entier leur production. Donc ils ont quand même produit et envoyé des produits en Europe, mais ils ont aussi beaucoup de stocks. Résultat des courses, au jour d'aujourd'hui, eh bien, ils ont trouvé des filières à travers les pays du Nord, notamment la Pologne, et ils nous ramènent de la marchandise, en veux-tu, en voilà, exonérés de taxes, parce que le gouvernement nous a dit, mais attendez, il faut les aider, ces gens-là, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas qu'on les aide, bien au contraire. Mais en attendant, tous ces produits-là arrivent sur le marché français, notamment, et nous tuent notre agriculture aussi. Alors, ce qu'il faut savoir en Pologne, en Ukraine, c'est que c'est exactement la même chose qu'au Canada. Tous ces pays-là produisent sans normes, donc avec tous les produits phytosanitaires. Au niveau des élevages, ils utilisent tout un tas de produits aux hormones, etc., pour pousser les bêtes avec plus de viande, etc. Et donc, là aussi, c'est la malbouffe qui arrive. Donc tout ça, nous, au niveau agricole, on est obligé de se battre. Et plus ça va, plus ça devient dur. Au jour d'aujourd'hui, vous avez entendu parler du Mercosur. Donc le Mercosur, ça c'est quasiment le poignard dans le dos. Là, ils finissent de nous tuer. Si on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Nous, c'est exactement la même chose. Donc là, on va complètement mourir. Le Mercosur, c'est l'Argentine notamment, avec la viande. Je ne dis pas que la viande d'Argentine, les bœufs ne sont pas bons, bien au contraire, il y a de la très bonne viande aussi, mais ils gardent la bonne pour eux, et ils envoient le reste pour nous. Et donc, il y a le soja aussi, pareil, le Brésil, le maïs, qui arrive aussi à tour de bras. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les marchés se font, sur le cours mondial, en fonction des récoltes, ce qui se passe au Canada, en Ukraine et au Brésil. Tous les marchands, il y a 6 trusts au monde qui gèrent le sucre et tous les produits alimentaires céréalières, et il y a 6 trusts qui gèrent tout ça au monde. Et c'est ces pays-là qui font la pluie et le beau temps. S'il y a des bonnes récoltes au Canada, boum, les cours s'écroulent. S'il y a des mauvaises récoltes au Brésil, hop, ça remonte un petit peu. Donc, nous, on est zéro en France. On est peanuts. Le grenier de la Beauce, le grenier de la France, ça n'existe plus. La France qui produisait des bons produits, etc., on se bat pour faire de la qualité, mais aujourd'hui, on est sur le marché mondial et il n'y a plus que ça qui compte. Il n'y a plus que les prix. Alors après, ils nous ont dit comme ça, ben voilà, pour les producteurs de légumes, on va faire la loi Egalim. Génial, la loi Egalim, vous avez entièrement raison. Moi, je suis producteur de pommes de terre. Je fais 10 hectares de pommes de terre. 10 hectares de pommes de terre, ça fait à peu près 50 tonnes à l'hectare. Je fais à peu près donc 500 tonnes de pommes de terre à l'hectare, au total. Donc, ces pommes de terre, pour vous dire, ça en fonction des variétés. Mais pour vous donner un exemple, sur certaines variétés de pommes de terre, aujourd'hui, vous écoutez bien, elles sont vendues 1,5 centime du kilo. Sur certaines variétés. Les plus belles variétés, comme la Charlotte, la Gata, on est payé 25 centimes du kilo. Quand on est payé, là, j'ai eu mon cousin qui s'occupe de la commercialisation, il m'a dit, aujourd'hui, on vend nos pommes de terre entre 120 et 180 € la tonne, en fonction du calibre de la pomme de terre. Mais le problème,
il n'est pas là. Il est là, forcément. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de débouché non plus. Normalement, on fait un camion par jour. Aujourd'hui, on est à un camion, à 2 camions par semaine. Il n'y a plus de débouché. Mais où partent? On ne sait pas, on a du mal à maîtriser le marché, mais on ne sait pas du tout pourquoi il y a une moindre consommation de pommes de terre. Pourtant, ce midi, on a encore mangé des pommes de terre. Et vous voyez, donc, ils nous ont dit, comme ça, l'État, on dit, on va faire la loi Egalim. Alors, la loi Egalim, c'est quoi? C'est une discussion un peu plus, comment dirais-je, un peu plus égale, d'égal à égal, entre les centrales d'achat et les producteurs. Donc, normalement, les centrales d'achat doivent acheter le produit un petit peu plus cher. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis, les centrales d'achat? Ils nous ont dit, oui, non, nous, on veut bien vous acheter vos pommes de terre, ou votre marchandise, vos légumes, vos fruits, votre lait, votre fromage, un peu plus cher, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, il faut nous amener la preuve de la qualité de vos produits. Donc, qu'est-ce que le paysan aujourd'hui fait? Eh bien, il remplit des papiers. On est les champions du papier. Donc, il faut remplir des papiers pour répondre à des normes, etc., etc. Moi, je vais vous dire une chose. Si les sans-papiers savaient ce qu'il faut comme papier en France, ils ne prendraient pas de papier. Hein. On est tellement emmerdé avec que c'est infernal. Donc aujourd'hui, le paysan passe plus de temps dans les bureaux à faire des papiers plutôt que à s'occuper de ses terres. Là aussi, si vous voulez, c'est invraisemblable. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc voilà pour ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc comment on veut essayer de lutter, nous, au sein de nos syndicats, bon, on veut essayer d'abord de se battre contre le Mercosur, naturellement. Et, excusez-moi, je reviens sur... Là, cet hiver, ils nous ont sorti un nouveau truc. L'Europe, toujours l'Europe. L'Europe nous a sorti une nouvelle taxe, la taxe carbone sur les engrais. Fabuleux. Ils ne savent même pas comment la calculer, ni quoi que ce soit, mais ils nous ont dit déjà le prix. Ils nous ont dit, bon, la taxe carbone sur les engrais, c'est une taxe qui va être mise sur tous les engrais qui rentrent en France, qui soient produits à l'étranger, en Europe ou dans les pays tiers. Donc cette taxe va être entre 4 euros, ils savent pas encore, on va dire entre 60 et 100 euros la tonne. Donc je vais vous dire que les marchands d'engrais, dès qu'ils ont su ça, ils ont tout de suite augmenté les prix de l'azote. Et l'azote qu'on payait normalement 200, 250 euros la tonne, bon, aujourd'hui elle est rendue à 300, 340, 350 euros. Sans la taxe, donc elle va encore augmenter. Et après, ils nous disent, il y a la guerre avec la Russie. Il faut serrer la vis à la Russie. Donc on va faire des contingents. Donc la Russie, c'est vrai que la Russie est un très gros producteur d'engrais, notamment d'azote. Et bien là, c'est pareil. Toutes les tonnes d'azote qui vont rentrer de Russie, eh bien, elles vont être taxées. Donc elles vont être taxées, là encore, de 40, 50 euros. Donc on finit, avec les engrais, à plus pouvoir payer les engrais pour mettre dans nos champs parce que c'est plus rentable. Alors vous allez me dire, mais c'est génial tout ça, puisqu'il faut qu'on fasse de l'agriculture bio. Bon, on va faire de l'agriculture biologique. Moi je suis pas contre. Ça ne pose aucun problème de faire de l'agriculture biologique. Le problème, c'est que Sébastien serait là, il dirait, en Beauce, quand il y avait de l'élevage, on mettait nos fumiers dans nos champs. Donc ces fumiers amenaient de l'azote, de l'humus, etc., etc. C'était des engrais naturels. Aujourd'hui, on n'a plus du tout d'animaux. Comment on fait pour apporter de la matière première dans nos champs si on ne la produit pas? On ne peut plus. Je reviens sur les animaux en Beauce. Au printemps dernier, on est monté un groupe de paysans de coordination rurale, on est monté à Rungis. On est monté au pavillon viande. Et là, on a rencontré, avec bien de difficultés pour rentrer sur le pavillon, je vous laisse imaginer avec des bonnets jaunes, ils se doutaient de la frotter. Donc, mais ils nous ont quand même reçus en délégation, les bonnets jaunes, on a rencontré le directeur du pavillon viande qui nous a reçus très gentiment. Et il m'a dit comme ça, enfin il nous a dit, vous savez, toutes les semaines, il me manque de la viande de mouton. Il me manque des carcasses de mouton. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. En Beauce, mon arrière-grand-père élevait plus de 1000 moutons dans les années 45, enfin les années 40, 35, 40. Il était
toutes les fermes de Beauce avaient de l'élevage. Moi, au sein de l'exploitation agricole, on avait une dizaine de chevaux, on avait 25 vaches laitières et vaches à viande, on avait 1000 moutons, on avait des cochons, on avait des poulets, on avait tout ça. Aujourd'hui, tout a disparu. Bien. Il faut savoir que dans ces années-là, on faisait vivre sur une exploitation agricole une quinzaine de couples. Il y avait une quinzaine de couples qui travaillaient sur l'exploitation agricole. Aujourd'hui, sur 130 hectares, on ne vit plus. Il faut au minimum 250 hectares pour faire vivre un couple. Donc il y a un très gros problème. Donc, pour revenir à nos moutons, si je puis dire, au jour d'aujourd'hui, pour la culture bio, c'est relativement compliqué. En plus de ça, il faut savoir que la culture bio, elle a été dégradée. Et oui, forcément. Parce que là, pour l'instant, moi, je suis en conversion bio pour une vingtaine d'hectares. Et à l'époque, il y a 10 ans, pour faire du bio, il fallait au minimum 5 ans. Donc 5 ans de culture où on ne mettait pas d'engrais, de produits phytosanitaires, et on mettait juste des graines, si vous voulez, et on cultivait naturellement. Donc on apportait de l'engrais naturel, et on binait, etc. Il fallait 5 ans. Aujourd'hui, il faut plus que 3 ans. 3 ans, donc en réalité, c'est pas 3 ans, c'est 3 cultures. Donc vous voyez, le niveau, il était là, et on le descend ici. Mais, donc la culture bio, elle est moins qualitative qu'elle était il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que cultiver du bio, ça coûtait cher, donc ça produisait moins. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, si on fait une culture bio à la maison, par exemple des céréales, eh bien on va récolter à peu près à moitié moins. Donc la moyenne agricole sur une exploitation comme la mienne, c'est entre 70 et 90 quintaux hectares. Si on fait en bio, si on n'arrose pas naturellement, parce qu'il ne faut pas arroser, moins arroser en tout cas, on va récolter 45 quintaux d'hectare, 45 à 50 quintaux. Donc à partir de ce moment-là, nous, il va falloir que nos produits soient revalorisés. On n'est pas là pour on est là pour gagner de l'argent quand même, on est là pour notre métier, quoi. On n'est pas là pour faire fortune. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire fortune, il fallait qu'on vive comme tout être humain normal. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, les prix flambaient, mais on se retrouvait avec des produits bio beaucoup trop chers. Alors il y avait des aides, des compensations de l'État et de l'Europe sur les produits bio, mais qui ne suffisaient pas. Donc résultat des courses, quand j'ai fait ma conversion bio, en début d'année, au mois d'avril, j'ai vu la personne qui vient faire l'audit, et il m'a dit, mais la conversion bio, en ce moment, ça va en diminuant, parce que beaucoup de gens s'aperçoivent que c'est plus rentable de faire du bio. Donc là aussi, il y a un paradoxe entre essayer de nourrir comme il faut les gens, et puis arriver à être rémunéré correctement. Donc là aussi, c'est un très gros problème. Alors, les syndicats se battent pour ça, forcément. On se bat pour le Mercosur, on se bat pour l'engrais, on essaye de s'unir. Ici, dans le Loir-et-Cher, lundi dernier, il y a eu une grosse manifestation de fête avec la coordination rurale, les taxis et les ambulanciers pour essayer de se battre un petit peu pour tout, parce que vous voyez, on n'est même plus que dans l'agriculture, on est en train de ratisser large parce que tout le monde a les mêmes problèmes. On n'arrive plus à vivre de notre métier. Et là, dans le Cher, ils ont fait une intersyndicale, là, quoi tout peut arriver. Il y avait donc tous les syndicats agricoles qui étaient là, plus les taxis, etc., pour essayer de défendre notre profession. De nous, personnellement, je me bats avec Sébastien, on a les mêmes visions de l'avenir. On dit, mais l'Europe, on n'en veut plus de notre Europe. L'Europe, comme elle est faite aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut plus vivre avec toutes ces normes. Surtout qu'en France, il y a l'Europe, mais la France est encore beaucoup plus forte que les Européens, parce que nous, on est plus malin que tout le monde. On fait plus fort que plus fort. On met des normes, et nous, on met encore des surnormes. Parce comme on est très bon, on dit, ben nous, on va encore faire mieux que les Européens. Donc, résultat des courses, eh bien, on est en train de crever littéralement. Donc, il faut aujourd'hui, à mon grand malheur, mais bon, il faut se rendre compte,
qu'il faut absolument, s'il n'y a pas une réforme de l'Europe, et ça ne se présente pas du tout dans le bon sens, s'il n'y a pas une réforme de l'Europe, il faut sortir de l'Europe. Il faut sortir de l'Europe, et je veux dire le mot interdit, il faut le Frexit. Parce que si on ne sort pas de l'Europe et si on ne fait pas le Frexit, malheureusement, on est mort. On ne s'en sortira pas. Alors, le thème, c'était aussi la faillite. On n'a pas parlé de la famine. Et oui, mais la famine, c'est exactement le même problème. Quand les gens, il faut augmenter le panier de la ménagère. Les gens, quand ils n'ont que 10 € dans leur poche, ils n'en ont pas 12. Donc, on va pouvoir produire. On a suffisamment de capacité pour produire et nourrir la France. On a suffisamment de capacité pour fournir l'Europe et le monde entier. Le problème, c'est l'argent. Il faut que les gens ils aient suffisamment d'argent pour se nourrir comme il faut. Et là aussi, c'est un problème. Donc, il faut revaloriser le panier de la ménagère. C'est quelque chose d'obligatoire. Sans quoi, on ne s'en sortira pas non plus. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'on est capable de vous nourrir. Si les paysans français veulent nourrir les citoyens français correctement, mais il est vrai que derrière, il faut nous donner les moyens. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a un monde politique qui n'est pas dans ce sens-là. Donc je dirais comme ça, banalement, il faut destituer notre président, il faut arriver à retourner notre gouvernement, à faire, comment dirais-je, une destitution, enfin, je sais pas, non, je ne suis pas très politique, mais donc il faut arriver à retourner tous ces gens-là, il faut aller à Bruxelles, et là, le 18 décembre, il y a une grosse manifestation à Bruxelles, et il faut essayer aussi de remuer tous ces gens-là, et d'y retourner, si c'est possible. Donc, entre autres, c'est quasiment, je dirais, en d'autres termes, faire la révolution pour arriver à s'en sortir aujourd'hui, parce que sans quoi, malheureusement, eh bien, on va crever, et on va tous crever. Voilà. J'arrête là, je n'ai pas tout suivi mon programme, parce que je vous dis, je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas comme Sébastien, mais je suis avec plaisir à vous répondre à toutes les questions dans la salle, ça sera avec un très grand plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci. Je pense que vous vous trompez. Vous êtes un très bon orateur parce que vous nous avez touchés et vous avez donné des informations qui sont primordiales. Et ne vous sous-estimez pas. Votre combat, c'est notre survie à tous. Par contre, il y a peut-être quelques éléments qu'il faut savoir. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faudrait sortir de l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen d'améliorer la situation de la France sur quelque domaine que ce soit si, au préalable, on ne sort pas de l'Europe. Ça veut dire que, je ne suis pas un politicien, mais tous les hommes politiques qui n'ont pas en priorité numéro 1 la sortie de l'Europe sont des traîtres à la France. Il faut être clair. Le deuxième ajout que je veux faire, c'est par rapport à la révolution. Excusez-moi, mais là le terme n'est pas bien choisi parce que c'est la révolution française de 1789 qui nous a mis là où on est aujourd'hui. C'est donc pas une révolution qu'il faut faire, c'est un retour à un état de droit, un retour au bon sens, un retour aux valeurs, etc., etc. Il faut annuler les effets de la révolution française. Merci. Merci, monsieur, de ce que vous nous avez appris. Est-ce que, avec vos collègues européens, vous avez des actions en profondeur auprès de chacun des gouvernements? Est-ce que vous avez des choses prévues? Et par rapport au 18 décembre, est-ce que déjà vous avez des contacts? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que par rapport à la Terre, dans l'état où elle est aujourd'hui,
J'ai entendu dire, ça n'est pas un reproche, monsieur, quand sa famille, on ne peut pas la nourrir, on peut pas la nourrir. Donc beaucoup d'agriculteurs ont cédé aux grosses marques et au gros capitalisme de l'éolien. Est-ce que ce que l'on dit sur les nanoparticules qui abîment notre terre française pour des décennies, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur ce sujet-là aussi, s'il vous plaît, monsieur? Alors, pour la première question, moi je suis un simple adhérent de la CR. J'ai aucune responsabilité syndicale. J'ai aucune responsabilité syndicale. Je suis simple adhérent, donc mes oreilles courent et je sais que, et puis on le voit aussi sur les sites, sur Internet, etc., on voit que les Allemands bougent beaucoup, les Belges bougent beaucoup, les Hollandais bougent beaucoup, les Anglais. Alors les Anglais, c'est un paradoxe parce qu'ils sont sortis de l'Europe, mais ils bougent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de manifestations aussi en Angleterre, à Londres en ce moment. Ils sont dans Londres, les paysans sont dans Londres pour manifester. On essaye, tous les syndicats, alors je ne suis pas dans les sphères, dans les hautes sphères des syndicats, mais je sais qu'ils sont en contact quand même. Et notamment en Belgique, pour le 18, effectivement, il y a une intersyndicale agricole qui se fait entre l'Allemagne, les Belges, les Hollandais, les Français. Alors après, le problème, c'est la mobilisation des gens. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est très très difficile de mobiliser les gens. Et tant que le monde paysan, mais aujourd'hui, on a dépassé le monde paysan. On a dépassé le monde de l'agriculture. C'est tout le monde qu'il faut qu'il y aille. Que ce soit les retraités, les infirmières, les taxis, les ambulanciers, les routiers, et j'en passe, et des meilleurs, toutes les professions libérales. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau et il faut que tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Nous, on représente aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plus de 400 000 paysans en France. 400 000 paysans, ça représente valeur électorale, on est pinasse. Les politiques, quand ils nous regardent, ils nous disent bonjour parce qu'ils sont polis. Ils viennent au salon de la machine agricole parce qu'ils sont polis. Ils veulent chatouiller le cul des vaches parce que ça représente quelque chose. Mais au niveau électoral, on ne pèse plus rien. Si tout le monde bouge, là, ça pourra faire mal. Là, ça pourra. Et beaucoup de pays, la Belgique, par exemple, je sais que nos amis belges, ils attendent que ça. Ils attendent une mobilisation européenne à Bruxelles pour que ça bouge. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va trouver en face? Nous, ici, dans notre région, c'est ce que je disais l'autre jour, jeudi soir, parce qu'on avait une réunion syndicale pour notre département. On a des préfets, d'ailleurs dans le 41, on peut remercier monsieur le préfet du Loir-et-Cher, qui est très gentil, parce qu'à chaque fois qu'on a été manifesté, jamais il nous a opposés avec des tortues ninja et des blindés. Il les a pas sortis. Donc merci beaucoup monsieur le ministre, monsieur le préfet. Mais le jour où le monde paysan va rencontrer des CRS avec des blindés et tout, ça va mal se terminer. Très mal se terminer, malheureusement. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà où on en est. Je ne peux pas vous en dire plus, mais effectivement, on sait qu'on essaye de bouger au sein de l'Europe, mais je vous répète, c'est tout le monde qu'il faut qu'il bouge. Si tout le monde bouge, on y arrivera, parce que toutes les professions sont tous dans le même cas. Après, pour votre autre question, oui, j'ai beaucoup entendu dire la terre, elle est morte. Elle est morte. Moi, je vais vous dire, je ne fais pas de la culture intensive, je ne fais pas de la culture biologique, je fais de la culture raisonnée. C'est-à-dire que j'essaye de travailler le plus intelligemment possible ma terre. Et donc, tous les ans, j'apporte des composts sur ma terre. J'arrose, j'utilise plusieurs milliers de mètres cubes d'eau tous les ans pour arroser mon maïs, pour arroser mes pommes de terre. Mais j'essaye d'apporter de l'humus, de garder mes pailles, etc. Je sais que ça ne suffit pas pour nourrir correctement la terre. Néanmoins, on a quand même des terres encore qui sont vivantes. Moi, quand ma fille elle vient avec moi dans les champs, elle me dit « Regarde papa, il y a plein de vers de terre partout. » On dit qu'il n'y a plus de vers de terre, mais il y a plein de vers de terre partout. Donc,
La terre, non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais vous avez raison. Mais c'est comme le corps. C'est comme ce matin, on entendait parler, enfin j'avais quelqu'un, un orateur, qui parlait de son corps, des oligo-éléments, du calcium, etc. La terre, c'est exactement la même chose. Moi, à l'automne, sur mon colza, j'ai amené du bord. Parce qu'on essaye, si vous voulez, d'apporter des oligo-éléments, etc., pour nourrir la terre. On essaye, par exemple, l'eau. On sait que l'eau, la nature de l'eau, telle qu'on l'a chez nous, si on met des produits de traitement, des produits phytosanitaires dans l'eau pour aller traiter, eh bien, suivant le pH de l'eau, on a une efficacité plus importante ou moins importante du produit phytosanitaire. Donc, naturellement, moi, je mets à peu près 50 000 € par an de produits phytosanitaires dans mes champs. Si je mets 50 000 € par an, ça ne m'amuse pas. Hein. C'est 50 000 € par an qui vont pas dans ma poche. Hein. Donc, j'essaye d'avoir un produit le plus efficace possible et d'en mettre le moins possible. On essaye de séquencer les produits en disant, par exemple, sur des fongicides, au moment de l'épiaison du blé, on essaye d'apporter du produit pour la fusariose, notamment sur le blé dur, parce que sans quoi le blé dur, il est déclassé. Je peux vous en parler aussi de ça tout à l'heure. Mais on essaye d'apporter un minimum de produits à un moment T, et puis 8 jours après, rapporter le même produit à dose minimum pour essayer d'avoir une efficacité maximum sur le produit. Mais on essaye de raisonner la culture. Je pense qu'aujourd'hui, rares sont les paysans qui balancent des pleines doses dans les champs parce que ça coûte tellement cher les produits phyto et les engrais qu'aujourd'hui on cherche à minimiser les coûts parce que tout ça, ça coûte très cher. Et donc on essaye de minimiser. Pareil sur les analyses de sol, on fait des analyses de sol, on fait de la modélisation d'engrais. Donc c'est-à-dire qu'on sait que sur notre parcelle, eh bien, à cet endroit-là, il y a un petit peu moins d'engrais, donc par les analyses, donc on en met un petit peu plus. Là, il y en a un petit peu moins, donc on en met un peu moins d'engrais, etc., etc. Donc la mécanisation nous permet, la modernisation nous permet d'arriver à faire des économies pour essayer de moins polluer. Et je vous dis, nous, c'est pas par gaieté de cœur qu'on met de l'eau, du produit phytosanitaire, etc., etc. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des semences, on essaye de produire le plus possible. Donc effectivement, on essaye d'avoir des semences qui sont les plus productives possibles. Mais vous savez, on entend dire, oui, on a 100 tonnes à hectare, enfin 10 tonnes à l'hectare, etc. Le club des 100 quintaux, c'est un mythe. En moyenne, on est à 60, 80 quintaux. Alors je ne dis pas qu'il y a des gars qui ne sont pas plus haut que ça, mais bon, on n'est quand même pas... Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une régularisation dans toute la France. C'est-à-dire qu'avant, en Beauce, on produisait énormément de blé, et puis en Auvergne, ils ne produisaient pas beaucoup. Aujourd'hui, avec l'évolution et la qualité des semences, ils arrivent à avoir des rendements relativement homogènes dans toute la France. Et dans toute l'Europe, d'ailleurs. C'est le problème qu'on a. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est les animaux. Les animaux, avec la dermatose modulaire, ça c'est une catastrophe pour le monde agricole, pour le monde de l'élevage. La dermatose modulaire, c'est une maladie, si vous voulez, de la vache qui fait que le gouvernement aujourd'hui nous oblige à abattre les vaches. Donc il y a des troupeaux entiers aujourd'hui qui disparaissent. Il y a alors cette maladie, elle est apportée par une mouche, un insecte qui pique, un peu comme le chikungunya pour les humains et sur les moustiques. Donc c'est un petit peu la même chose. Et donc la vache est malade. Et donc par des analyses, ils font des prises de sang. Et là, les vétérinaires, services vétérinaires arrivent et disent, bah voilà, il faut abattre tout le troupeau. Alors là, c'est une honte totale. C'est une honte totale parce que dans le temps, il y avait la quarantaine, c'était bien connu. Hein. Quand les gens étaient malades, on les mettait en quarantaine pour ne pas polluer les autres. Et là maintenant, non, on abat tout le troupeau. Alors, ce qui serait bien, c'est que à l'Assemblée nationale, on fasse pareil. Hein. Quand il y en a un qui est malade, on assassine tout le monde. Eh bien oui. Mais là, ben oui, non mais... Et donc là, c'est une vraie honte. Alors,
ils nous disent comme ça, oui, mais vous comprenez, c'est la prévention. Mais la prévention, il y en avait, ça a commencé dans les Alpes, et là aujourd'hui, c'est dans les Pyrénées. Ils sont en train de remonter petit à petit. Pourquoi? Parce que l'intelligence, je sais s'il en manque à certains endroits, eh bien, on déplace les animaux qui sont morts, on les déplace dans d'autres départements pour aller à l'écarissage. Et puis comme ça, la maladie se propage à droite à gauche. Enfin bon, j'ai rien dit, mais ça peut se propager comme ça. La grippe aviaire. Alors, pour la dermatose, le modulaire, ça n'a rien à voir avec l'homme, hein, ça ne touche pas l'homme. Hein. L'homme, on peut manger de la vache, il n'y aura pas de problème de la viande, vous ne serez pas malade pour autant. C'est exactement pareil pour la grippe aviaire. Alors, la grippe aviaire, tous les ans, c'est bien connu, ça fait des lustres, puisque les oiseaux migrateurs viennent et nous amènent, si vous voulez, les oiseaux, ils viennent du nord, ils partent au sud, du sud ils remontent au nord, et ils nous ramènent toutes les saloperies de maladies qui soient possibles et imaginables. Donc c'est pareil, tous les ans, on a le problème de la grippe aviaire. La grippe aviaire, on abat des élevages complets. Alors maintenant, on peut les vacciner. Alors ça s'ouvre. Mais il faut savoir que là, on est à la veille des fêtes, et les producteurs de foie gras, ils n'ont plus de bêtes. Donc ils achètent des bêtes à l'étranger, en Turquie, notamment, on fait venir, pour faire du foie gras, ou du foie de canard, ou du foie d'oie, peu importe, mais donc c'est des bêtes, on n'est plus capable de les élever en France. Alors là, par contre, quand ça rentre, on ne sait pas s'ils ont la grippe aviaire ou pas, on s'en fout. Il n'y a aucun contrôle. Il faut savoir que c'est là aussi où on se bat sur le Mercosur, c'est que on veut qu'il y ait des contrôles. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Mais donc c'est dramatique. D'autant plus dramatique pour la grippe aviaire, c'est qu'avant on vaccinait et c'était pris en charge entièrement par l'État. Donc ça, c'était pas trop mal, on peut dire. Sauf que là maintenant, ils ont décidé que l'éleveur allait payer 7 centimes d'euros le vaccin. Il participait à la hauteur de 7 centimes. Alors 7 centimes, c'est pas grand-chose, comme on a dit 10 oies et 10 canards, mais c'est pas comme ça. Hein. D'élevage d'oies et de canards, ils ont des milliers de canards. Donc ça va là aussi rogner sur la marge. Donc là aussi, si vous voulez, ça pose des problèmes de prise en charge. Bonjour. Petite expérience pour vous donner des idées, surtout. Il y a eu 2 mouvements paysans, en tout cas auxquels j'ai essayé de participer. Je ne suis pas paysan du tout. En tant que civil, pour aller vous soutenir. Donc il y en a eu 2, il y a peut-être 3 ans, et il y a 1 an et demi à peu près. Plus je vieillis, moi je me souviens. Par contre, dont je me souviens, c'est quand je suis arrivé, ça a été très dur de briser la glace. C'est-à-dire que quand on arrive, et j'étais pas le seul, j'ai vu d'autres personnes qui arrivaient sur des ronds-points, ou par exemple aussi à Agen, quand ils sont partis pour GT là-bas. Mais quand on arrive, on n'est pas accueilli, entre guillemets. Alors je ne dis pas qu'on est le Messie, mais il y a un entre-soi du monde paysan, et quand on veut apporter notre aide, on se heurte, en fait il y a 2 mondes. On se heurte, on ne sait pas comment rentrer en contact. C'est pas un reproche du tout. Hein. Donc ça, c'est le premier constat. Donc là, une suggestion. Je pense que les paysans ont évolué sur ce point-là quand même, depuis. Une suggestion, ça pourrait être tout simplement de mettre une table de tréteaux, bienvenue, et de faire un point d'entrée, un point de contact. Parce que j'étais pas le seul à y aller, puis à tourner en rond et à me dire comment je vais faire. Voilà, donc ça pourrait être une suggestion, de vous mettez une planche, un panneau, bienvenue, venez nous soutenir, et puis à ce moment-là, après il y en a un de vous qui va discuter, ça c'est la première suggestion. Et la deuxième, alors à ma petite échelle, dans différents collectifs, je suis sur Bordeaux, je soumets l'idée qui, sur le papier, plaît, c'est-à-dire de répertorier les civils, comme moi, comme je pense beaucoup de gens ici, qui seraient d'accord pour aller vous soutenir, justement, quand on sait qu'on va aller abattre un troupeau, eh bien, au lieu que ce soit les services vétérinaires, les agriculteurs, enfin les éleveurs, les gendarmes, eh bien, qu'il y en a une quatrième entité qui s'appelle la société civile au milieu. Et que le pouvoir ne voit que la société civile commence à ouvrir les yeux là-dessus. Que les gendarmes voient qu'ils ne sont pas juste en face d'agriculteurs auxquels ils ne s'identifient pas, mais qui sont en face de la société civile. Et ça, alors à ma petite échelle, dans les différents collectifs, je suggère ça.
On me dit oui, c'est une bonne idée, mais la mayonnaise, elle ne prend pas, parce que si on fait ça à notre petite échelle, cette liste, elle va représenter 10 personnes. Par contre, sous Twitter, alors je ne me souviens pas du nom, il y a un de nos collègues de la coordination rurale qui, sous Twitter, a dit « Rejoignez-nous, rejoignez-nous ». Celui qui a dit « Maintenant, il faut y aller, je m'en fiche, il faut tout casser ». Voilà. Et donc, si on pouvait avoir un lien vers lequel s'inscrire, on transmette pour dire ceux du département, de la circonscription, je ne sais pas comment on peut découper, qui veulent aller les soutenir quand il y a un besoin, et puis ensuite on reçoit un message Telegram, un message WhatsApp, un message qu'on veut. Je pense que là vous avez un potentiel de mobilisation pour qu'on vienne vous soutenir. Mais sans ça, ça reste une déclaration sur Twitter et on ne sait pas comment créer le lien. Voilà. Non, mais vous avez raison. On s'est heurté à ce problème-là, même pas avec des gens comme vous, des simples citoyens qui sont non paysans, mais avec des paysans eux-mêmes, des paysans qui sont non syndiqués. Ils sont venus sur les barrages avec nous. Comme on ne les connaît pas, et bien malheureusement, ça c'est entre guillemets, ils se sont sentis isolés, comme vous vous êtes sentis isolés. Effectivement, c'est un gros problème. La méfiance c'est dû aussi parce que, par exemple, pour l'Arc de Triomphe, quand on a été l'Arc de Triomphe, on était 75 paysans. Il faut savoir qu'on a tous fini en garde à vue. Et on avait 2 personnes qui sont venues avec nous dans notre groupe, qu'on ne connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, et qu'on commençait à ficher le bordel, pour parler pas très poliment. Et donc le problème, c'est d'arriver à isoler et faire connaissance avec les gens. D'après ce que j'ai compris, à vérifier, d'après ce que j'ai compris, au sein de la coordination rurale, sur le site de la coordination rurale, vous pouvez, d'après ce que, parce que j'en avais déjà parlé de ce sujet-là à l'époque, vous pouvez vous inscrire en tant que citoyen. Et à ce moment-là, si vous voulez, en tant que citoyen, sans cotisation ni quoi que ce soit, mais bon, vous êtes inscrit si vous voulez, et à partir de ce moment-là, vous recevez des newsletters et des actions qui se passent. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, des individus tout seuls, c'est toujours les gros problèmes, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'était des bons gars, ils ont fait leur job, ils ont bien travaillé. Le problème, c'est que moi, on ne me retirera pas de l'idée, c'est que c'est l'État qui a envoyé des casseurs. C'est l'État. Il fallait casser le mouvement, parce qu'il y avait 70% de la population française qui était avec les Gilets jaunes. Donc vous comprenez bien qu'à un moment ou à un autre, il fallait casser ce mouvement. Comment faire? Eh bien, en envoyant des casseurs pour retourner l'opinion publique. Tout le problème est là. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on a un syndicat et un président, je comprends tout à fait les présidents des syndicats qui se méfient énormément parce qu'on veut faire quelque chose, une action pour défendre notre profession et défendre nos droits, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut se méfier aussi de ça. Donc c'est relativement compliqué. Mais je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faut qu'on travaille. Alors, si vous faites partie d'un syndicat par rapport à vos travaux, vous êtes salarié dans une entreprise CGT, OFO ou conducteur de camion ou taxi, etc., vous venez avec votre collectif et là vous venez en groupe, il n'y a pas de problème. Individuellement parlant, c'est vrai que ça pose plus de problèmes. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vais essayer de ne pas vous attaquer personnellement. J'ai beaucoup de respect pour votre travail, pour votre fonction, la fonction d'agriculteur, de nourrir la population. Seulement, j'aimerais apporter quelques précisions et vous interroger. Vous parlez beaucoup de paysans. Je crois qu'il y a différentes réalités dans le monde paysan. Enfin, vous savez beaucoup mieux que moi, je me place ici en toute modestie. Et je suis juif, comme beaucoup de Français, d'origine paysanne, parce qu'on a tous eu, à un certain moment de notre vie, moi, c'est mes grands-parents qui avaient une ferme dans le Vercors. Et je constate que moi, ça fait 20 ans que j'habite dans le Berry. Chez nous, on s'appelait des paysans, en montagne en plus. C'était très péjoratif. Je suis arrivé dans le Berry. Dans le Berry, c'était plus... Je dis pas qu'il n'y a pas de paysans dans le Berry, attention. On m'a parlé d'agriculteurs, d'exploitants agricoles. Voilà. Donc je pense que votre métier recouvre beaucoup de réalités différentes. Il y a des gros, il y a des très gros. Il
je ne blâme personne. Il y a des gens qui vivent très bien, il y a des gens qui vivent très mal, il y a des gens qui ne survivent pas. Vous l'avez dit. Maintenant, vous avez aussi une activité qui est traitement aérien. C'est ça que vous avez dit, hein, je crois. Oui, enfin, c'était. D'accord. C'est fini, ça a été interdit en 2002. D'accord. Bah, à titre personnel, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est pas contre vous que je le dis. Seulement, vous avez pointé un certain nombre de problèmes qui portent aussi des solutions. Vous avez dit le bio en Beauce, c'est pas possible. Parce que comment ferait-on pour se fournir en matière organique? C'est bien ça, vous avez dit, puisqu'il n'y a plus d'animaux. Mais je vous laisse la parole. Donc, pour moi, la réponse est dans la question. Du coup, question, c'est quel est votre modèle agricole pour le futur? Un modèle résilient et puis un modèle qui soit vertueux, qui ne continue pas de tuer la terre. Parce que je vous ai senti optimiste sur l'état des sols. Moi, j'ai d'autres informations. J'appelle à étudier les travaux des époux bourguignons, qui sont très connus. Et la terre est quand même plus malade que ce que vous avez laissé entendre, me semble-t-il. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi pas revenir à du coup à de la polyculture élevage partout, arrêter cette hyper spécialisation, y compris au niveau région. Hein. C'est une proposition. Après, vous avez tout à fait raison. Vous avez dit aussi, je suis désolé, hein, j'essaie pas de vous, mais vous avez dit, on fait attention à ce qu'on met en produits et en engrais parce que ça coûte cher. Donc finalement, cette taxe sur les engrais, ou le fait que les engrais aient pris un prix x3, c'est peut-être une bonne nouvelle alors. Je pose la question sans provocation. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, et peut-être qu'il faut apprendre à s'en passer de toute urgence. Et vous avez aussi dit que, donc moi, ce que j'en appellerais, ce serait plus aider le bio, en fait. Plutôt que de dire le bio, effectivement, n'est plus assez rentable, c'est compliqué, il y a des gens qui se déconvertissent, on le sait. Mais en fait, c'est aider ceux qui travaillent mieux, quoi. Finalement, c'est comme dans le monde de l'entreprise, quoi. Aider les gens qui ont des pratiques vertueuses. Et du coup, vous avez aussi dit que vous étiez passé à 20% en bio. Mais du coup, si le bio n'est plus rentable, quelle a été votre motivation, tout simplement? Merci. De rien. Il n'y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, il n'y a pas de problème pour ce que vous me dites. Effectivement, je suis comme Sébastien. Sébastien me disait comme ça. Enfin, il crie haut et fort, et il a entièrement raison. C'est une aberration totale que les éleveurs qui font du lait aujourd'hui ont des tourbillons, enfin, des veaux qui partent en Italie, qui partent en Espagne pour être engraissés, pour revenir en France derrière. Alors que nous, céréaliers, on serait très capables de les engraisser. Et donc d'avoir le fumier, d'avoir tous les bénéfices pour ça. Le problème, sans en être un, je ne vais pas me cacher derrière ce problème-là, mais le problème, c'est la mondialisation. Moi, je veux bien refaire des vaches, je veux bien refaire des moutons. Le mouton, ça me plairait beaucoup parce que le mouton, c'est la genèse de l'exploitation agricole de mon arrière-grand-père. Il était éleveur sélectionnaire de moutons d'Île-de-France. Il allait en Angleterre vendre ses moutons, etc., etc. Il faisait les concours agricoles, etc. Donc, si vous voulez, et toutes les fermes de Beauce, c'était pareil. Hein. Il n'y avait pas que mon grand-père, c'était pas un homme exceptionnel. Mais toutes les fermes de Beauce, c'était pareil. On peut refaire du mouton pour avoir du fumier, etc. Mais il faut qu'on arrête d'importer des moutons de Nouvelle-Zélande. Il faut qu'on arrête d'importer des nouveaux. On prenne le Green Deal, hein, on va faire des économies avec notre voiture électrique, et on fait venir des bateaux de Nouvelle-Zélande chargés de carcasses de moutons pour venir ici, en France, les moutons, on ne sait même pas comment ils sont produits. Donc, et en plus de ça, si on le produit, nous, effectivement, on va avoir de la matière première pour faire de la culture bio. Donc, effectivement, ça va, on peut enrichir nos sols comme ça, effectivement, vous avez raison. Alors, sur les travaux des gens, je ne vais pas les mettre en doute, je suis aussi ces gens-là. Bon, c'est comme partout, si vous voulez. Hein, il y a le yin, le yang, et puis il y a le milieu. Tout le monde n'est pas, comment dirais-je, en culture intensive et à faire de tout et de n'importe quoi. Donc, mais je ne critique pas tous ces gens-là. De toute façon, tout le monde a son intérêt sur Terre et il faut écouter tout le monde et en faire une synthèse et essayer de faire le mieux possible pour produire le mieux possible, le plus intelligemment possible. Ça, c'est évident. Maintenant, pour... je m'excuse, l'autre question. Votre motivation pour passer au bio? La motivation pour passer au bio? Ben écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai très longtemps réfléchi. Je suis à l'aube de ma retraite, malgré que la mutualité sociale agricole m'a dit qu'il fallait que je travaille jusqu'à 72 ans pour avoir mon taux plein, parce que avant, j'étais aide familiale sur mon exploitation agricole à partir de 15 ans.
J'étais aide familiale sur mon exploitation agricole jusqu'en 2002, jusqu'au jour où ma mère est décédée. Et donc, à ce moment-là, je cotisais pas. Donc, j'ai pas eu le droit à toutes mes annuités. Donc, pour toucher ma retraite à taux plein, il fallait que je travaille jusqu'à 72 ans. Mais, je fais une petite aparté, je vais vous répondre à la question. Ma retraite à taux plein, quand j'ai été à la MSA, c'était quoi? Ils m'ont dit comme ça, monsieur, vous allez toucher 3200 €. Oh, 3200 €, ça fait une belle retraite. La dame, elle a dit que j'étais content. Elle a dit, sérieux? J'ai dit donc, faut que je travaille jusqu'à 72 ans pour toucher 300 et quelques euros par mois. Non, mais j'ai vous foutez de moi. Alors, je suis pas pour lui, mais grâce à la réforme des retraites, alors on ne sait pas si elle a lieu, si elle n'a pas lieu, un coup ça passe, un coup ça passe pas. Peut-être que je vais avoir 850 €. Mais donc, voilà. Et la retraite, le minimum vieillesse, il est à 1235 €, je crois. Enfin, parlons de ça. Donc, je suis à l'aube de ma retraite, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un jour un email d'une société, d'une start-up. Vous savez, c'est la mode, les start-up. En France, on fait des start-up. On fait des start-up et on fait des levées de fonds. On fait des levées de fonds. C'est magnifique. On lève des milliards, des millions, des centaines de millions sur des start-up. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais enfin, pourquoi pas. Une jeune start-up qui s'est lancée, très intelligent, dans le maraîchage et dans la robotique. Et donc, ils ont lancé des robots pour le maraîchage, pour faire tout ce qui est plantation, semis et désherbage. Les récoltes se font encore à la main. Et donc, ils ont 3 fermes expérimentales dans la région, autour de la région parisienne. Et maintenant, ils se lancent grandeur nature. Et ils font donc, ils cherchaient les exploitations agricoles pour mettre des serres dessus, pour faire de la culture bio, pour faire des légumes, et notamment pour alimenter les collectivités locales. Donc, si vous voulez, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que il y a des éoliennes, on a vaguement parlé ce matin avec les ondes, il y a les panneaux solaires, on pourrait parler aussi de l'agrivoltaïque. Faut savoir que nous, on cherche des revenus supplémentaires, parce qu'on n'arrive plus à vivre de nos revenus sur une ferme de 130 hectares, c'est ce que je vous ai dit, on est la plus petite ferme du village aujourd'hui. Donc, c'est où je me fais bouffer par le voisin, et pour moi, il en est hors de question, parce que ça fait 5 générations que je suis sur la ferme, je suis né dans la maison où j'habite à l'heure actuelle, donc il est hors de question que je m'en aille. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je les ai contactés, enfin, on s'est contactés, et ils ont répondu favorablement. Donc, au mois de mars l'année dernière, enfin non, de cette année, pardon, je me suis mis en conversion bio sur les surfaces 22 hectares, où l'année prochaine, si tout se passe bien, parce que je vous explique pas non plus le nombre de dossiers qu'il faut faire pour arriver à s'installer dans ce domaine-là, on va construire des serres, et il va sortir, on espère, entre 1500 et 2000 tonnes de légumes, des légumes frais, qui serviront à nourrir les collectivités locales, donc les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite, enfin tout ce qui touche ces gens-là, en étant quand même avec une ouverture quand même, avec de la ferme à la fourchette, ce qui est cher aussi à beaucoup d'agriculteurs, essayer de nourrir les gens qui sont proches de chez nous. Donc on va faire de la distribution de légumes, il y aura un magasin, et ça sera de la ferme à la fourchette. Mais là, j'avoue franchement que je vous remercie beaucoup. Mais ça pose quand même un problème. Parce que, quelque part, cette nouvelle façon de cultiver nous ouvre une porte dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui risque de se passer avec ce modèle de culture? Je pense que cette start-up cherche à monter une dizaine de fermes comme ça, comme la mienne, autour de la région parisienne, et veulent développer le modèle dans toute la France. Ce qui est très bien sur le principe. Je pense que derrière, dans le futur, ça sera racheté, ces exploitations seront rachetées par des groupes agroalimentaires, tel Intermarché,
tel Leclerc, tel ce qui s'est passé chez les marins-pêcheurs. Chez les marins-pêcheurs, c'est ce qui s'est passé. Leclerc, Intermarché, a acheté à moindre prix les bateaux et ont embauché les propriétaires comme simples salariés pour aller à la pêche et ramener du poisson. Donc j'ai peur que dans l'avenir, malheureusement, on vire, si vous voulez, sur le... On restera toujours bio, parce que bio, le bio, c'est vendeur aujourd'hui. Faut pas oublier ça, c'est aussi vendeur. Donc voilà, c'est... Mais voilà mes motivations. Nous, à l'heure actuelle, le monde paysan se bat pour être encore propriétaire de ses terres. L'agroalimentaire, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Belgique. 1 hectare de terre chez moi, en Beauce, libre. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas tout à fait ça, on n'en est pas. Ça vaut entre 10 et 15 000 euros libre, 1 hectare de terre. En Belgique, ça vaut 80 000 euros. Les Belges, ils sont plus capables, les paysans belges sont plus capables d'acheter les terres. Pourquoi? Parce que c'est les gros groupes comme Colruyt, comme toutes les autres sociétés qui achètent. C'est le même cas aux États-Unis avec Bill Gates. C'est le même cas en Ukraine avec des consortiums de pensions, de fonds de pension américains qui achètent des terres pour l'agroalimentaire, pour la produire. Si on se bat pas aujourd'hui, le monde paysan, on va revenir au métayage. Exactement, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, il faut absolument qu'on arrive à se battre pour ça. Il faut qu'on arrive à garder notre outil de production et à garder notre liberté de production. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à en vivre. Excusez-moi, madame, je vous parle. Alors, bon, on est complètement dedans et il y a aucun sujet. Donc, Géraldine Silvescalia, donc, je suis rédactrice, je m'occupe de la rédaction de la revue L'Impact. J'avais demandé un contact avec vous il y a déjà un petit moment pour faire un article dans un ancien numéro, et jamais personne m'a répondu. Alors, je vous le dis parce que pour vous contacter, bonsoir. Bon, peu importe, on s'en fout. Vous avez mis le doigt, et tous les deux, vous avez mis le doigt sur un point clé, crucial de l'agriculture, et ça date depuis la dernière guerre, depuis le début du remembrement, et particulièrement sur le remembrement, où les paysans ont fait le travail pour la concentration des moyens de production agricole, c'est-à-dire le remembrement a été fait pour ça, avec toutes les conséquences que ça a eu, et vous le savez très bien, sur le drainage des eaux de pluie qui vont directement dans les routes, dans les fleuves, dans les rivières, tout ce que vous voulez, et qui ruissellent pas dans les nappes. Et maintenant, on nous dit c'est le réchauffement climatique parce qu'il n'y a pas d'eau dans les nappes. Et ça a démarré avec le remembrement. L'augmentation des surfaces agricoles, ça amplifie encore ce phénomène-là, sachant qu'en Beauce, ils ont démarré bien avant. D'accord? Alors, ce que je voulais préciser sur certains chiffres, sur la période 2000-2016, ce sont plus de 42 millions d'hectares de terres dont la propriété est passée à des fonds d'investissement au niveau mondial. Et ces fonds d'investissement, c'est pas ce qu'on croit. Hein, il y a ceux qui achètent et ceux qui vendent. Ça, ceux qui achètent, ce sont les anglo-saxons qui ont acheté le plus, et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les Chinois. Hein, vous savez qui est le premier producteur de blé actuellement au monde? Est-ce que quelqu'un le sait? Non, c'est la Chine. Voilà, il faut être clair là-dessus. Et maintenant, en ce qui concerne la concentration des moyens de production, c'est-à-dire de la terre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et vous en avez parlé, que ce soit des concentrations pour des raisons bio ou pas bio. De toute façon, le bio, dans le bio aujourd'hui, il n'y a que le mot. Hein, il y a pas de bio, je ne connais pas, ou alors ça peut pas être sur des grandes surfaces, et même que ce soit mécanisé ou que ce soit chimié par la chimie et tout ce que vous voulez, de toute façon ça change rien au problème. Vous avez mis le doigt sur un truc, c'est la concentration des moyens de production, et c'est donc une start-up qui investit sur des terres, et de toute façon à terme vous serez dépossédé de votre terre, parce que ils vont vous donner une rente. Et les terres, vous les en perdrez. À travers ce travers de jeu de valeurs, actuellement, les terres, ce sont des valeurs boursières, et c'est tout. Exactement comme les mines, comme tous les moyens de production, l'agriculture, et c'est le dernier élément dont il s'approprie la propriété change demain. Voilà. Alors, est-ce que ça va durer? Vous avez parlé de l'Ukraine tout à l'heure. L'Ukraine, évidemment, on sait très bien. Maintenant, il y a une touche d'espoir. Je vous rappelle, enfin, c'est des nouvelles que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps, que BlackRock, puisqu'il s'agit de ça, hein,
d'accord, les fonds d'investissement, à travers éventuellement le Crédit Agricole chez nous. Là-bas, c'est autre chose. BlackRock retire ses billes d'Ukraine. C'est bon signe, quelque part. Bon, alors ça veut dire, s'ils retirent ces billes d'Ukraine, ils vont les mettre ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est ça. Alors maintenant, moi, vous, au niveau de la production locale, je pense qu'il faut revenir à des exploitations. Je suis persuadé qu'un paysan qui reviendrait à des exploitations à dimension humaine, hein, c'est-à-dire, je sais pas, moi, 20, 30 hectares, je pense qu'on peut vivre là-dessus. Et à travers des marchés locaux. C'est-à-dire que le projet que vous aviez, il n'y a pas besoin de robots pour faire ça. Il y a besoin simplement d'être jeune, d'avoir une dynamique et d'avoir envie de le faire. Voilà, sauf que on a mis dans le crâne des gens que c'était pas possible et qu'il fallait donner ça aux marchands du temple, hein, puisque moi j'appelle ça comme ça, il y en a d'autres qui appellent ça la finance internationale, mais c'est les mêmes. Voilà. Et donc vous avez mis le doigt sur là-dessus. Donc c'est la propriété de la terre qui est en train d'être confisquée. Et il faut se rappeler que du temps des Grecs et du temps ça a été un des enjeux de l'histoire au niveau du christianisme. Je vous rappelle qu'il y a 3 empereurs qui ont été tués à cause de ça, parce qu'ils n'arrivaient plus à nourrir leurs troupes armées sur place. Parce que les financements, ce qu'on vit aujourd'hui, ça a déjà existé dans l'Antiquité. Il faut le savoir. Voilà. Alors maintenant, moi, la question que je vous pose, vous en êtes où par rapport à cette prise de conscience au niveau de la confiscation finalement des terres agricoles dans les différents pays, sachant qu'en Europe, la France est loin d'être le premier pays victime de ça. Hein, je veux dire qu'il y a les autres pays de l'Est, dans les pays de l'Est, alors l'Ukraine, j'en parle même pas, tout a été confisqué, voilà, donc c'est clair. BlackRock se retire, c'est un bon signe, mais est-ce que vous avez pris conscience de cet ensemble, vous, au niveau de la Confédération paysanne? Je vous rappelle qu'on ne nous a pas répondu, vous êtes cité dans cette revue-là, et quand on a demandé l'autorisation de reprendre, vous ne nous avez jamais répondu. Voilà. Alors, je vais terminer. Merci beaucoup pour cette question-là. Alors, je ne sais pas si vous m'avez interrogé, moi, personnellement, Alexandre Pat ou Sébastien Béraud, je ne sais pas. Moi, la Confédération paysanne. Moi, je fais partie de la coordination rurale. Bon, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis juste un humble adhérent à la coordination rurale, malheureusement, malheureusement non, heureusement, j'ai pas heureusement parce que c'est quand même beaucoup de travail, et je remercie tous les présidents des coordinations rurales qui se décarcassent tous les jours, et croyez-moi que c'est énormément de travail pour arriver à faire bouger tout ça. Mais pour répondre à votre question, madame, il y a un mois et demi, nous, à la coordination rurale, vous avez peut-être pas été au courant, mais ici, non, on est dans le Loiret ici, le Loir-et-Cher, ici, dans votre département, le Loir-et-Cher, on était à l'organisme à Orléans qui s'appelle la SAFER. Vous connaissez la SAFER. On s'est battu tout simplement pendant une journée. Et on y est retourné lundi dernier. Enfin, pas moi, mais des collègues à moi, ils sont retournés lundi dernier. Pourquoi? Parce que dans votre département, il y a une ferme de 3 exploitations agricoles qui représentent 350 hectares. Une jeune fille voulait s'installer dans une exploitation agricole, donc voulait reprendre 110 hectares. Eh bien, cette jeune fille-là, son dossier a été refusé par la SAFER. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des terres qui ont été vendues au Bahreïn. Et oui, un consortium du Bahreïn qui ont racheté les terres. Nous, à leur profit pour faire je ne sais quoi. Et comment dirais-je, ils ont spoilé les terres d'une jeune agricultrice qui a 27 ans, qui veut s'installer sur l'exploitation agricole, et la SAFER leur a spoilé le dossier à ce profit-là. Donc on est en train de se battre au niveau de la SAFER pour essayer que les agriculteurs, surtout nos jeunes agriculteurs, parce que comme vous dites, le métier est en train de disparaître. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a à peu près 35% de la population agricole qui a plus de 50 ans, ce qui veut dire que dans quelques années, il y aura toute cette frange de personnes qui vont se retirer. Donc il va y avoir énormément de fermes qui vont être à reprendre.
Et donc, cette jeune qui voulait s'installer, elle est déjà installée en partie, mais elle a quelques surfaces qui ne sont pas viables aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, elle veut s'installer, ben, la SAFER a donné les terres à un consortium financier du Bahreïn pour faire de je sais pas quoi comme culture, d'ailleurs, donc peu importe, enfin peu importe. C'est au détriment de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer en France. Et ça, c'est pas normal, et on se bat pour ça. On a fait 2 manifestations, on a rencontré le président, c'est monté à la région, etc., etc. Il semblerait que ça soit remis en question, mais pour l'instant, c'est pas gagné encore. Donc, pour vous dire quand même qu'on se bat pour que les terres agricoles reviennent à des jeunes plutôt qu'à partir dans des fonds de pension, etc., etc. Donc, voilà pour ça. Allez-y, là. Bonjour, j'aurais une petite question par rapport au fait qu'on décime en ce moment des cheptels. Je m'interrogeais à savoir si c'était pas encore une fois une magouille pour pouvoir décimer suffisamment de bêtes en France pour pouvoir justifier le Mercosur et tout ce qui est retour pour nous importer encore plus de viande en nous disant oui, mais vous comprenez, on a des problèmes, on n'a plus assez de viande en France, on est obligé de l'importer. Moi, je me pose la question de savoir si tout ça, c'est pas forcément voulu pour nous forcer encore une fois la main, pour nous faire encore rentrer de la merde chez nous. Vous avez répondu à votre question, naturellement. En Hollande, il y a quelques années, ils ont abattu des troupeaux complets de vaches parce que ça pétait, ça faisait du méthane. Donc, tout est bon, toutes les excuses sont bonnes pour essayer de trouver des solutions pour nous tuer. Quand son chien est à la rage, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là, c'est exactement ça. Ils sont en train de tout faire. La mondialisation. On a une frange de nos politiques européens et mondiaux qui sont pour la mondialisation. Donc, ils vont tout faire pour nous détruire. La France doit être un pays où on va avoir des petites fleurs, on va faire du tourisme, on va vendre des sacs Louis Vuitton. J'ai rien du tout contre ces gens-là, bien au contraire. La pharmacie, enfin pas la pharmacie, mais des cosmétiques, etc., etc. On veut plus d'agriculture, on veut plus d'automobile, on veut plus de textile, on a plus voulu de charbon, on voulait plus de nucléaire à un moment. Ah, ciel, on a fait une connerie, on s'est aperçu que on y est pour, on est contre, peu importe. Mais enfin bon. On veut plus aujourd'hui, le gros problème c'est qu'on est 70 millions de personnes, je sais pas comment on va faire vivre tout le monde. Alors il y a l'euro numérique qui arrive, on appelle le salaire universel aujourd'hui, mais comment on va faire? Il faut payer tous ces gens-là, c'est pas possible. Il va falloir qu'il se passe, je m'excuse, une révolution, peut-être pas la vraie révolution comme monsieur a parlé tout à l'heure en 1789, mais il va falloir que le modèle change, parce que sans quoi, je ne vois pas comment on s'en sortira, sauf à sortir de notre Europe, à reprendre notre souveraineté et donc vivre pour notre pays. Et après, on s'occupe des pays voisins. Occupons-nous de chez nous avant d'aller chez les autres. De toute façon, je suis convaincu que si on veut s'en sortir, il n'y a que le Frexit. Si on n'a pas de Frexit, on ne s'en sortira pas, ils vont nous bouffer tout cru. Mais naturellement, vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'il faut se battre pour ça. Me donner la parole, Marianne Chaudebert. Je suis une agricultrice à la retraite et j'ai traité les vaches pendant 40 ans. Quand on s'est installé avec mon mari, nous avions une ferme de 75 hectares avec un troupeau de 25 vaches et on était pris pour des gens qui n'avaient pas su évoluer et qui n'avaient pas su faire grandir leur ferme. Et nous avons 2 enfants que j'ai eu la chance d'élever parce que je ne me voyais pas mettre mes enfants en nourrice et d'aller travailler à l'extérieur. Pour moi, c'était un déchirement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les élever. Et puis, nous avons notre fils qui est tombé dans le chaudron tout petit, nous a aidés sur la ferme et nous a dit qu'il voulait être agriculteur et qu'il voulait être éleveur. Et là, moi, je me suis dit, mon Dieu, mais il va avoir beaucoup de travail. Et un jour, il m'a dit, maman, tu n'as pas le droit de briser mes rêves, moi, je veux continuer l'élevage. Donc, c'est ce qu'il a fait. Alors, avant d'en arriver là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était pris pour des gens qui n'avaient pas su évoluer. Nous n'avions que 75 hectares.
on a eu la possibilité de reprendre la ferme d'un cousin qui, lui, avait aussi un quota laitier. Je passe les détails. Et lorsque notre fils nous a dit qu'il voulait faire l'élevage, on a donc augmenté le troupeau, ce qui faisait que je passais à peu près dans nos vieux bâtiments, parce qu'on n'avait pas su évoluer, 3 heures de traite le matin, 3 heures de traite le soir, sur une journée de salariés de 7 heures. Vous voyez ce qui reste pour se reposer et vivre à peu près décemment. Cependant, c'est ce que nous avons fait. Notre fils a été obligé, mais aussi c'était de meilleures conditions de travail, de faire des bâtiments d'élevage aux normes et de la modernisation pour un travail plus facile et moins pénible. Je veux dire par là aussi que les vaches, elles se traient tous les jours. Nous n'avons pas de robots, nous n'avons pas fait ce choix-là. Donc quand on commence l'année le 1er janvier, on sait qu'on va traire aussi le 31 décembre de la même année et qu'on va recommencer. Donc il y a aussi la charge de travail qui est importante. Et si on voit de moins en moins d'éleveurs, ça peut être aussi à cause de ça. Voilà. Et cependant, l'agriculture sait aussi s'organiser. On a mis en place des services de remplacement, des gens qu'on a formés pour pouvoir nous remplacer. Mais comme le disait tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, l'élevage par rapport à des céréales, c'est aussi un autre métier. Alors on a envie d'avoir un peu plus de confort, on a envie d'avoir un peu plus de vacances, de repos, et ce n'est quand même pas rien, parce que lorsque le salarié fait la traite le dimanche, il est payé double, ce qui peut être normal, et il a 2 jours de repos dans la semaine. Donc, voyez un petit peu, quand on dit qu'il faut remettre du personnel dans les fermes, tant mieux, mais imaginons, calculons le coût que cela peut avoir aussi. Voilà. Mais moi, je me suis épanouie dans mon métier. Et je suis aussi très contente que notre fils ait repris, malgré tous les efforts que cela nécessite. La première, c'était pour la dermatite bovine. Je renvoie un super dossier qu'il y a dans le dernier Nexus, qui est vachement mieux que celui de la couve, pardon Nexus, et qui montre en fait que la logique qu'il y a à l'œuf derrière. Et en fait, ils sont en train de refaire le Covid, mais version vache. Et ils sont en train de les abattre sur suspicion, tout ça pour une maladie quand tu mets pas 5%, qui est pas grave en fait dans l'absolu. Et c'est exactement le scénario. Et derrière, dans la fin du dossier, on arrive à la conclusion que c'est lié au fait qu'on a des grosses importations du Brésil et qu'il faut détruire le cheptel français au nom même de le sauvegarder, parce qu'en plus là ils abattent des races qui vont pas pouvoir être refaites en Haute-Savoie, etc. Enfin voilà, le dossier est assez génial. Ivermectine, comme pour le Covid, en quelques heures, c'est terminé la maladie. Et c'est Voilà, pour ça qu'ils abattent des vaches. Une information ici, mais bref, pour dire que c'est le même coup. Ensuite, deuxième chose pour rebondir, c'est l'accaparement des terres agricoles. Et c'est exactement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Géraldine, c'est programmé quand on regarde en 2019 dans les cartons de l'Union européenne, que je confonds pas avec l'Europe. L'Union européenne, c'est 2 traités ultralibéraux qui s'appellent le TUE et le TFUE, traité pour l'Union européenne, traité pour le fonctionnement de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut combattre. L'Europe, c'est un continent, on va pas partir de l'Europe, on va y rester. C'est juste sémantique, je sais, mais j'y tiens, parce que moi je suis très européen et je suis totalement contre le traité des marchands ultralibéraux. Pour l'accaparement des terres agricoles, encore une fois, aujourd'hui l'oligarchie est en train de mettre la main sur les terres. C'est un projet de nous exproprier, c'est un projet de nous rendre locataires de nos vies. Les paysans sont en ligne de mire, c'est un vrai problème. Comment on peut faire face à ça? Ben, je vais rebondir en disant, juste après mon intervention, là, que j'enchaîne tout de suite, il n'y a pas de pause. Il y aura une pause après la mienne et après, on enchaîne avec Étienne sur la démocratie. Ben, il y a peut-être là le fond du problème. Comment on empêche l'oligarchie de mettre la main sur les terres agricoles? Comment on empêche les technocrates de Bruxelles de faire buter des vaches chez nous comme ça, à l'appel? On n'a pas vraiment de moyen de recours contre tout ça. La seule chose à faire, c'est reprendre nos destins en main. C'est de reprendre la main en France, nous, le peuple. On n'est pas en démocratie, on n'a pas notre mot à dire. On a juste le droit d'élire des maîtres tous les 5 ans. Des gens qui sont très choisis par le système, filtrés par les médias, qui font tous la même politique, quel que soit leur programme, ils sont pas tenus de les tenir. Enfin, je veux dire, ça fait depuis le temps, on a compris, quoi. La génétique, on Des a siècles de sélection. des siècles de sélection. Et donc, on n'a pas tout ça. Alors, naturellement, l'État dit, on vous a remboursé votre bête, la bête,
elle vaut 1500 € sur pied, on vous en a donné 2000, vous n'allez pas vous plaindre. Mais non, c'est toute la sélection qui est morte derrière. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. C'est très gentil. On est tous dans le même bateau et il faut tous se soutenir. Et il n'y a pas d'autre solution. Donc tous solidaires et je pense qu'on y arrivera.